Jean-Pierre Simon, vous êtes urbaniste à la retraite, ancien enseignant en master d'urbanisme et d'aménagement à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-en-Provence. Vous êtes également administrateur du CDHA et vous êtes responsable de la collecte des témoignages des personnes qui ont vécu en Afrique du Nord au temps de la période française. Voilà. Bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Simon, je suis un des rares dans l'Assemblée qui ne soit pas pied noir. Je suis tout simplement pathos, comme vous dites. Mais depuis 10 ans, je crois que j'ai été complètement adopté par l'ensemble de mes collègues du CDHA. Et j'ai même, je dispose d'un titre de pied noir d'honneur, après avoir beaucoup travaillé quand je suis arrivé au CDHA sur l'exposition sur l'Exode, portant sur l'Exode. Et voilà. Donc je suis très fier d'être là aujourd'hui pour vous parler de laisser sa trace. Alors laisser sa trace, évidemment, je suis chargé de la collecte de témoignages. Donc je vais vous parler des témoignages, du recueil de témoignages et des récits de vie. Je vais être un petit peu technique au début pour que vous compreniez bien comment ça marche et surtout pour essayer d'attirer certains d'entre vous comme bénévoles pour nous aider à faire cette tâche immense de collecter encore et encore les témoignages de nos anciens. Alors, Martine a parlé des 1200 témoignages qui sont archivés au CDHA. Je vais d'abord essayer de vous dire de quoi ils se composent et depuis quand on les archive. Donc, ça a été dit par Anne Dulphy, les années 70-80 sont importantes pour nous, pour la mémoire, parce que c'est à cette époque que les historiens acceptent de parler de mémoire et le dialogue histoire-mémoire se met en place à peu près à ce moment-là. Et plus précisément pour l'historiographie de la guerre d'Algérie qui se développe à ce moment-là, il y a un fort recours de témoignages oraux, notamment auprès d'anciens appelés. Et alors, je vous dis tout ça simplement pour introduire notre ami Jean Monneret, qui est le premier parmi nous à avoir systématiquement réalisé des entretiens auprès d'anciens appelés et également de personnages importants ayant eu des actions fortes ou des responsabilités dans la période 54-62. C'est ainsi que nous avons dans notre fonds plusieurs centaines de témoignages de cette époque-là, réalisés par Jean Monneret, et notamment, vous serez surpris de savoir que nous avons des entretiens du général Jouot, du général Katz, des entretiens des rabbins Ben Haroun ou Tapiero, des écrivains Jules Roy et Emmanuel Robles, la journaliste Marie Elbe, dont on a cité un de ses ouvrages, mais qui à l'époque était une vedette de l'Écho d'Alger. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Je crois qu'il y en a environ 300. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il faut attendre 2011. On est à la veille du cinquantenaire de l'Exode et le CDHA décide d'élargir la recherche de témoignages auprès de toute personne ayant vécu en Algérie. On ne recherche pas les grosses têtes, on prend toutes les personnes ayant vécu en Algérie. Et déjà sous la houlette de Hubert Ripoll, on crée un groupe de travail qui s'appelle Histoire de parole. Hubert Ripoll, je le signale pour ceux qui ne le savent pas, à cette époque-là, a déjà commencé à collecter des témoignages pour un bouquin qui va s'appeler Mémoire de là-bas, une psychanalyse de l'exil, publié aux éditions de l'Aube, que certains connaissent peut-être. Alors c'est lui qui nous apprend à mettre en place ce groupe de travail et surtout de savoir comment on s'y prend, parce que personne ne sait parmi nous comment il faut faire. Donc, en fait, lui, dans son travail, il fait la démonstration
qu'après être resté dans un silence pendant 50 ans, la population pied-noir est prête à parler et même souhaiterait s'exprimer. Et partant de là, l'idée que nous suggère Hubert Ripoll, c'est de collecter des récits de vie. C'est un type particulier de collecte. Donc, l'idée, c'est pour peu que les gens soient quand même d'accord, ils acceptent de nous raconter leur vie. Et à ce moment-là, la méthode qui est mise en place consiste à réaliser tout simplement une recension thématique de la mémoire la plus naturelle possible à travers des entretiens semi-directifs, audio ou vidéo, d'une durée comprise entre 1 heure ou 2 heures maximum. Alors, aucun de nous n'étant spécialiste, on commence par mettre au point, grâce à Hubert Ripoll, un premier guide d'entretien. Alors, on définit 6 thèmes, en fait, qui sont à développer au cours de l'entretien de façon chronologique. Le premier de ces thèmes, c'est les origines et les raisons de l'installation des ancêtres du témoin en Afrique du Nord. Deuxième thème, sa jeunesse, école, jeux, vacances, fréquentation. Troisième thème, le travail et la vie professionnelle. Quatrième thème, les événements et la guerre d'Algérie. Cinquième thème, l'exode, quand, pourquoi et comment. Sixième thème, l'intégration en métropole, la transmission aux enfants. Voilà la trame du guide d'entretien sur lequel on démarre à ce moment-là. Alors, bien sûr, ça c'est plutôt pour les spécialistes, ceux qui veulent nous rejoindre. On a fait des guides d'entretien, mais il faut pas. L'entretien doit rester spontané et laisser la place à l'émotion autant qu'il le faut. Je dis ça parce que techniquement, c'est vrai que dans ces guides d'entretien, on a mis au point des séries de questions. Mais ça ne veut pas dire du tout que l'intervieweur doit les poser les unes à la suite de l'autre. C'est en réserve et ça lui permet de relancer la personne quand elle arrête de parler. Voilà. Mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas du tout un type d'entretien dont on pourra tirer et faire une exploitation statistique. On est dans le qualitatif, on laisse la personne s'exprimer. Alors, je vais parler d'un guide d'entretien. En fait, très rapidement, dès qu'on a été sur le terrain, si on peut dire, on s'est aperçu qu'il fallait mettre au point des guides très différents parce que la population pied-noir ou d'Afrique du Nord, français d'Afrique du Nord, est extrêmement variée. Donc, très rapidement, on a mis au point des guides différents selon que la personne vient du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie. L'histoire n'est pas la même, les questions ne sont pas les mêmes, les événements vécus ne sont pas les mêmes. Première chose. Deuxième chose, quand on a interrogé des militaires, il y a les officiers d'actifs, il y a les appelés, il y a aussi les harkis, qui n'ont pas du tout les mêmes parcours et les mêmes choses à raconter. Et puis enfin, on a été très rapidement amené à faire un guide spécifique pour les personnes juives qui, elles aussi, ont une histoire différente sur certains points précis. Alors, j'insiste aussi sur une chose, puisque les entretiens reposent sur la confiance entre le CDHA, disons, et le témoin. J'insiste sur la chose suivante, c'est que il faut d'abord que la personne qui parle accepte, étant en personne éclairée, accepte qu'on l'interroge et surtout qu'on lui explique pourquoi on l'interroge et ce qu'on va faire ensuite de son entretien. Donc ça fait l'objet d'une convention de don d'archives orales qui est extrêmement importante, qui est signée par les deux parties. Donc, je précise pour ceux que ça intéresse que cette convention, elle respecte les règlements actuels. Au niveau européen, vous savez qu'il y a le règlement général pour le respect des données personnelles, qui est une législation récente de 2018, qu'on appelle vulgairement le RGPD, que certaines connaissent.
qui donne des droits à la personne interviewée, qui lui donne le droit, par exemple, un droit d'accès après qu'il ait fait son témoignage. Il peut toujours y revenir. Il peut éventuellement demander une rectification, faire opposition, voire demander l'effacement ou éventuellement même le déréférencement. Alors je dis ça, c'est des choses techniques, mais c'est très important de pouvoir dire à la personne qu'on interroge qu'elle doit nous faire confiance, que notre travail s'inscrit dans la réglementation, disons, des données personnelles. Alors, évidemment, précision nécessaire, les témoignages de harkis, notamment, entrent dans la catégorie des données personnelles sensibles. Et nous avons un devoir absolu de protection à respecter quand ils exigent l'anonymat ou le respect de plusieurs années d'interdiction de consultation de leurs témoignages. Vous savez tous que certains harkis qui auraient tenté de retourner en Algérie ont eu des menaces très rapidement, ont été repérés et ont subi des menaces. Donc nous n'avons rien à rajouter sur leur situation compliquée en publiant sans réflexion leurs témoignages. Tout à l'heure, je vous en montrerai un à l'écran où on respecte totalement l'anonymat et l'impossibilité de repérer la personne. Néanmoins, le contenu est intéressant, donc nous vous ferons écouter un extrait tout à l'heure. Alors, maintenant, passons du côté des chercheurs, puisque tous ces entretiens sont archivés ici, à la disposition des historiens et des chercheurs qui souhaiteraient s'en servir. Donc, sous réserve de la convention d'utilisation du témoignage. Pour les chercheurs, immédiatement après l'entretien, on fait une fiche d'entretien. Alors, cette fiche d'entretien, elle reprend l'identité de la personne. Elle signale si l'anonymat est prescrit. Et ensuite, il y a des mots-clés et des résumés, des brefs résumés des épisodes qui sont partie du témoignage. Alors pourquoi on fait tout ça? On fait même un minutage de ces passages pour qu'ensuite, en matière de recherche, on puisse facilement y accéder. C'est pratique, c'est tout simple. Récemment, par exemple, nous avons fait un numéro spécial de notre revue Mémoire vive en s'appuyant sur des entretiens où les témoins racontent des cas d'enlèvement dans leurs proches ou dans un proche entourage ou dans des amis des cas qu'ils ont connus. Dans ce cas-là, on fouille dans notre base de données et puis on trouve tout de suite quelques exemples intéressants. On en a mis sur le site d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont consultés. C'est quand même extrêmement important et émouvant d'entendre une personne qui raconte comment son père a été enlevé alors que lui-même a 10-12 ans, comment sa vie est perturbée à partir de cette date. Enfin, les témoignages recueillis sont archivés, donc fichiers audio ou vidéo. Tout le monde ne veut pas être filmé, donc on prévoit toujours de pouvoir enregistrer uniquement en audio. Convention, fiche d'entretien, éventuellement liste des documents que le témoin est prêt à donner à l'appui de son témoignage. Alors tout ça est archivé. Cette année, on a vécu une expérience assez intéressante à cause de la pandémie. Certes, j'ai été contacté par des personnes qui voulaient recueillir eux-mêmes le témoignage de leurs proches, qui ne pouvaient pas se déplacer. À l'époque, on ne pouvait pas le faire. Finalement, on a eu des échanges qui ont permis que ces personnes se lancent elles-mêmes dans la collecte d'informations en respectant nos normes, tout simplement. La convention, les guides à utiliser, etc. Et c'est une expérience qui a été extrêmement intéressante à noter. Alors, un mot sur l'année qui vient, c'est l'année 2022.
60e anniversaire de l'Exode. Dans toutes nos activités, on en tient compte. Et pour nous, en matière de collecte de témoignages et de récits de vie, notre priorité, c'est de redynamiser le groupe de travail Histoire de parole, puisque malgré tout, à cause de la pandémie, voilà, on a cessé de réaliser des entretiens. On en faisait 80 à 100 par an avant la pandémie. En 2020, on a dû en faire 30 ou 40. Hein. Donc ça, il y a besoin maintenant de relancer la machine. Et nous profitons justement de ce colloque et de l'existence active du groupe de travail G2T pour en fait relancer les entretiens, bien sûr, auprès des pieds noirs, mais aussi pour essayer de développer des entretiens auprès des enfants de pieds noirs. Je ne sais pas comment il faut les appeler, enfants, petits-enfants, descendants en tout cas, de pieds noirs. Et pour ça, il faut qu'on mette ensemble, d'ailleurs, on a un rendez-vous de travail juste après ce colloque qui va avoir lieu, pour mettre au point le guide d'entretien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a expérimenté jusqu'à présent. Et puis peut-être aussi, c'est surtout au groupe de travail de dire comment ils voient ça. Hein. On ne va pas tout simplement reproduire ce qu'on a fait avec les anciens sur les descendants, ça n'a rien à voir. Donc voilà, première priorité. Deuxième priorité, c'est certainement de recueillir, de former de nouveaux intervieweurs. Et donc là, j'en profite pour vous dire, rejoignez-nous. On a vraiment besoin que certains d'entre vous consacrent du temps à ça. Alors, j'ose pas dire qu'on vous offre une formation, mais quand même à notre contact avec... on a quand même des intervieweurs chevronnés qui ont interviewé 200, 300 personnes. Donc, voilà, on fait un transfert, disons, de savoir-faire comme ça, ici, en commençant d'abord par interroger lui-même le candidat pour qu'il voit comment ça se passe. Et donc là, j'insiste, rejoignez-nous. Donc, dans troisième orientation, évidemment, on en a un peu parlé, réorientation sur certaines thématiques. Et en particulier, on aimerait pour 2022 approfondir des thématiques particulières, comme l'enseignement en Algérie, par exemple. En allant, alors on ne procède pas comme auparavant, il faut qu'on retrouve s'il en reste encore, mais je pense qu'il y en a pas mal dans nos adhérents déjà, qu'on fasse une enquête ciblée sur d'anciens enseignants pour joindre ces témoignages oraux à la documentation qu'on peut avoir par ailleurs sur le plan historique. Et là aussi, on aimerait en 2022 sortir d'abord un dossier, suffisamment de témoignages pour faire une exposition, la 6e exposition, peut-être elle porterait là-dessus. Et voilà, donc on a conscience que là aussi, il faut faire vite. Donc rejoignez-nous aussi, si certains sont intéressés sur ce thème, pour aller ça. Alors, après avoir rappelé ces points techniques, je voudrais juste terminer en arrivant à la question du contenu. Alors, il est évident que je ne vais pas vous faire la synthèse de ces 1200 entretiens. J'espère d'ailleurs que demain, il y aura des chercheurs qui viendront voir et qui se proposeront pour faire une évaluation de notre base de données, pour envisager des traitements globaux. Je vais vous donner quand même l'impression qu'on peut ressentir après 10 ans de collecte. C'est une impression, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas statistique. Mais il y a 3 mots-clés d'abord qui ressortent très fortement. Diversité, complexité et souffrance. Pas sur le même plan, mais on ne peut pas écouter un seul entretien sans une forte émotion. Il y a toujours un passage extrêmement qui évoque une grande souffrance. Et alors, là aussi, je vais essayer en une phrase de vous dire ce qu'on peut ressentir globalement après tous ces 10 ans d'entretien. Je dirais la chose suivante. Ces récits de vie nous entraînent au cœur d'un peuple original en formation dont la genèse fut brutalement interrompue
par des événements d'une violence inouïe. Ça rassemble à peu près tout ce qu'on peut ressentir au jour le jour quand les entretiens arrivent et qu'on les lit. Et en plus, la souffrance exprimée n'est pas que liée aux violences subies, mais aussi elle est liée au déni dont fait l'objet le peuple pied-noir, aujourd'hui, parfois encore. Je pèse mes mots parce que je ne veux pas généraliser, mais aujourd'hui encore, on entend ça dans les entretiens. Tout se passe comme si l'histoire officielle n'avait rien à faire de cette mémoire encombrante, à contre-courant du sens de l'histoire. Et pourtant, c'est là où il y a du boulot pour les chercheurs, et un boulot d'une grande richesse. On est au cœur d'une histoire humaine d'une très grande richesse. Quand on voit les thèmes du récit qui sont les plus souvent développés, c'est d'abord le vivre ensemble des trois communautés. Il a été bien réel. La vie dans le bled et dans les fermes. De nombreux exemples de solidarité entre communautés nous sont rapportés. Les relations pieds-noirs-arabes, dont certaines amitiés durent encore. L'enseignement dans le primaire et le secondaire avec des camaraderies d'adolescents dont on parle encore, etc. Voilà pour le positif. Mais la souffrance l'emporte, évidemment, quand les récits portent sur les assassinats, les attentats, les enlèvements, l'exode et l'exil. Mais j'ajouterai aussi, sur des points particuliers, sur les conditions inacceptables dans lesquelles certains harkis ont été désarmés et renvoyés dans leur village, c'est-à-dire le plus souvent vers une mort certaine, ou encore comment l'abrogation du décret Crémieux sous le régime de Vichy a chassé les Juifs du jour au lendemain des écoles de la République et de la fonction publique. Alors, sur ces points-là, les témoignages témoignent de toutes ces vies meurtries. Voilà, bien sûr, oui, je vais terminer en rappelant aussi que nous avons des archives orales qui contiennent des enregistrements concernant les savoir-faire, les traditions, les recettes de cuisine locale. Nous avons également des recueils d'accents de différentes régions d'Algérie qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Pour terminer, je dirais que, pour reprendre Jean Monneret, que nous sommes conscients des limites de nos archives orales. Leur intérêt ne doit pas faire oublier leurs limites. J'aime bien cette phrase, c'est vrai, il faut rester modeste. Voilà. Donc je termine là-dessus et je vous propose de regarder à l'écran 3 extraits de 2 minutes chacun de témoignages et après vous aurez la parole. Oui, je suis née le 15 juillet 1927 à Philippeville, oui, département de Constantine. J'ai un souvenir, pour moi c'était la journée papa travaille, le soir il revient à la tombée un peu du sol, quand le soleil baisse, et que maman essaye de le faire rentrer parce que les moustiques commencent à envahir et qu'il y a du paludisme, etc. Mais il reste dehors. Et les ouvriers vont dans leur mechta boire ou se laver les mains, et ils reviennent s'asseoir devant le hangar à fourrage, sous les arbres, avec papa, qui parlait l'arabe bien mieux qu'eux, qui connaissait leurs légendes bien mieux qu'eux. Je soupçonne que comme il avait une imagination débordante, il devait arranger peut-être un peu les choses. Et il avait la Dépêche de Constantine, qui était le journal du département de Constantine, et il leur commentait les choses. Et ça, c'est autour des années 1935. Je suis né en 1937. Je suis de ceux qu'on a fichus à la porte de l'école. Oui, les lois avec les Vichy. Et mon grand-père était propriétaire
d'un immeuble où était installée une école religieuse catholique. Non, non, catholique. Et je suis allé, mes premiers mois, première année de scolarité, 37-42, donc à 5 ans, vous savez que après le débarquement de 42, il a fallu 1 an, une année entière, pour que les Juifs soient réintégrés dans leur nationalité. Ils ont perdu 2 ans, donc. Eh oui. Voilà. Donc je grandissais un peu, je suis allé à l'école, chez des religieuses, où j'ai des photos extraordinaires. Et les histoires sont magnifiques. Ça, vraiment, ça me fait plaisir de vous le raconter. Parce que ça a donné lieu à des situations inimaginables. Quand on récompensait dans l'école religieuse des enfants, on leur donnait la croix. Vous savez, à la fin de la semaine. Et quand j'arrivais le vendredi avec la croix à la maison, mon grand-père s'étranglait. Et regardez comme c'est beau ces histoires. Ça lui heurtait l'idée que ça s'appelle une croix et que je porte la croix vendredi, samedi, pour le Shabbat. Alors moi, ça m'énervait de l'enlever. Mais tout ça se passait vraiment dans une atmosphère très détendue. Et j'étais un passager clandestin chez ces nonnes. Je n'étais pas inscrit. Et quand il y avait une visite de la hiérarchie catholique, j'avais un petit mot que me donnait la sœur pour remettre au grand-père, au nom de mon grand-père, en disant demain il ne faut pas que le petit vienne à l'école. Ça c'est oh là là, il faut que vous nous donniez une réalisation de ça. Regardez. Et celui-là, c'est un petit juif aussi, on était 2. Vous étiez 2, vraiment petits, vous aviez 4 ans, 4-5 ans. C'est écrit la main de ma mère. Février 43, j'avais 5 ans. 5 ans. Pile 5 ans. Les accords d'Évian se sont passés, on n'était pas au courant, on nous a enlevé les radios, plus rien, aucune information. Isolé, dans un camp de Tounen, en transit, il nous a dit, il y a le commandant qui va venir, nous rendre visite, habillez-vous bien, checkez vos armes, l'hélicoptère LDA, dans le terrain à côté, il est atterri, le commandant descend, la trompette arrivée, des couleurs, le salut. Il rentre dedans, nous on garde à vous, et il nous disait, vous allez être appelés individuellement par le commandant. Nous, on ne sait rien. À l'entrée de la baraque, 2 légionnaires qui vous enlèvent l'arme. Des armes, nous on dit peut-être parce qu'ils ont peur qu'on va tuer le commandant. Ils nous enlèvent l'arme, ils nous dit enlevez le ceinturon. L'arme on donne, le deuxième on lui donne le ceinturon, on se présente, on demande notre prénom, le commandant il se lève, il salue, il s'assoit, nous on est debout. Il dit vous avez été braves, des soldats très très braves. C'est dommage que la France n'a pas eu beaucoup de soldats comme vous. Vous avez fait honneur au drapeau français, à la France. Aujourd'hui, la guerre est finie. Comme on est rentré, on était dans la guerre, il y a 2 secondes, on arrive dedans, la guerre est finie. Aujourd'hui, la guerre est finie. Vous allez rentrer chez vous. L'Algérie, je vous répète les mots exacts. L'Algérie a besoin de vous. C'est vous qui allez former l'Algérie de demain. C'est votre pays, c'est vos frères. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? On n'a pas réagi, on était comme anesthésiés. Vous savez, ça vous tend comme ça. Vous comprenez, vous marchez dans la rue, on dit vous avez gagné 10 millions. Attends, c'est comme ça, anesthésie, on regarde comme ça, mais on n'est même pas étonné, ni rien. On regarde, on écoute comme ça, et on n'est plus le même. Notre cerveau s'est bloqué. Il ouvre un tiroir, il ouvre une enveloppe, il nous tend l'enveloppe. On prend l'enveloppe, il dit regardez. On ouvre l'enveloppe, on trouve à peu près l'équivalent de 500 € actuellement. En espèces. Voilà, ça c'est votre paye et une prime. Vous rentrez chez vous. Vous passez à côté, vous allez vous prendre des vêtements civils. Ils ont amené des vêtements civils. On prend l'enveloppe en commandant, on tombe à côté, on enlève notre tenue militaire, on met la tenue civile. Et on sort de l'autre côté de la baraque, directement dans le GMC camion. Mes copains, eux, qui sont armés, que dehors, on garde la roue, ils attendent le tour, ils ne nous voient pas sortir. Ah d'accord. On ne voit qu'on rentrer, on ne les voit pas sortir. On dit qu'ils sont rentrés, ils sont assis dedans. Et tous, ils passent comme ça. On s'est retrouvés tous dans les 3 camions. Vraiment, on est entré, on s'est trouvé par derrière. Voilà, on se trouve tous les 3 camions devant. On est rentré par là, devenu armé, on sort de l'autre côté, civil. Avec les camions démarrent, ils nous amènent dans la station des cars. À 7-8 km. Et là, chacun prenait le car pour rentrer chez lui.
Alors, avant de poursuivre, nous avons juste quelques minutes pour d'éventuelles questions concernant le CDHA. Une ou deux questions, éventuellement une question venant du chat qui se déroule actuellement sur YouTube. Et ensuite, on laissera la parole donc à Anne-Marie Pérez et Mohamed Emiri pour évoquer le G2T, laisser la trace. Donc, y a-t-il une question? Oui. C'est un peu difficile après ces témoignages, c'était très émouvant même. Juste, on parle de chercheurs, moi je suis un Francaoui, donc fils de pieds noirs, et je voudrais savoir si ces archives sont utilisables aussi par des artistes, parce que je crois que l'art et la culture peuvent amener justement ce côté dépassionné, et l'émotion bien sûr qui est nécessaire à traverser toutes ces... enfin, à partager toutes ces histoires et les faire vivre également. Mais qui veut dire travail d'artiste sous forme de podcast ou d'œuvres sonores nécessite un découpage qui n'est pas forcément scientifique. Voilà, donc je voulais juste poser cette question sur ce sujet à Jean-Pierre Simon. Même s'il peut y avoir une validation d'ethnologue sur la question, ce que j'ai déjà fait. Alors... je vous ai parlé d'une convention qui était signée entre le CDHA et le témoin. Je ne pense pas qu'il y ait à éliminer les artistes ou pas. C'est différent. C'est le témoin qui dit j'accepte qu'on cite mon nom ou je n'accepte pas. Ou bien mon témoignage, je vous le donne, mais vous le regarderez dans 30 ans. Ça, on peut tout mettre. Donc, je pense que... à condition de respecter ce qui est dans la convention juridique, qui protège les données personnelles du témoin, voilà, vous pouvez tout à fait venir ici et faire votre recherche, et vous verrez les entretiens que vous pouvez regarder, écouter et citer. Dans les extraits que je vous ai proposés, j'ai pris 3 cas différents justement pour bien comprendre. Le premier, la journée à la ferme. Madame Lalanne a toujours dit « Mais moi, ce que j'ai à dire, je suis prêt à le dire devant tout le monde. » Donc, on l'a cité sans difficulté. Dans le deuxième témoignage, le témoignage de cet enfant juif qui est viré de l'école, le témoin a demandé l'anonymat. Mais alors, je vais poser la question, est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage? Il m'a dit vous ne citez pas mon nom, mais vous ne floutez pas non plus mon visage. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Quant au témoignage de Harki, il n'a absolument pas voulu qu'on dise son nom et qu'on dise d'où il était et ce qui s'est passé. Simplement, c'est un témoignage effectivement extrêmement fort, surtout quand on connaît la suite. Mais ça, bon, c'est une autre affaire. On a un témoignage absolument épouvantable hein, sur ce qui est arrivé à ce brave homme après qu'il ait été libéré dans les conditions qu'il raconte très très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais venez ici faire votre recherche. Et c'est uniquement en fonction de la convention contractuelle entre le témoin et le CDHA qu'on vous donnera ce qui vous permettra de travailler. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah, pardon. Oui. J'ai le micro. Bonjour, donc je suis petite fille de pieds noirs. Oui. Je voulais savoir comment vous menez les interviews, c'est-à-dire quelles sont les questions que vous posez. Est-ce que c'est par thématique? Est-ce que c'est simplement un déroulé de vie? Comment vous procédez? Est-ce que vous avez une équipe qui avait pensé comment vous menez ces interviews? Oui. Voilà. C'est tout simplement un déroulé de vie le plus naturel possible. Et donc, celui qui pose des questions, voilà, il a ça en réserve. Mais en fait, il est face à une personne et il va tout faire pour que cette personne ait envie de parler. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, dans la grille d'entretien, en fait, voilà, il y a une partie fixe, c'est au début. Il faut que le témoin se présente, il faut qu'il dise, voilà, je suis content de témoigner. La volonté du témoin est très importante, hein, d'après. Et donc, je dirais que ça se déroule mais comme à partir de là, c'est chronologique.
Si cette personne ne connaît pas vraiment l'origine de ses ancêtres, on ne va pas s'éterniser là-dessus, évidemment. Et puis très rapidement, on va voir sur quel sujet il a envie de parler vraiment. Et là, on passera le temps qu'il faut. Et j'insiste d'ailleurs là-dessus, c'est que il nous est arrivé dans des entretiens de tomber sur des sujets qu'on ne peut pas traiter rapidement. Et donc, on a fait un deuxième entretien uniquement sur le sujet précis dont la personne a beaucoup à dire, sur lequel la personne a beaucoup à dire ou est très compétent. C'est vrai que là, je ne sais pas s'il faut développer trop ça, mais il y a différents types d'entretiens et le nôtre est très particulier. Ce qu'avait fait Hubert Ripoll pour enrichir le colloque de 2017, c'était complètement différent. C'était un type d'enquête plutôt fermée. Donc après, on peut compter les oui et les non ou aux questions. Mais là, on laisse ouvert sur une vie. Donc voilà, on canalise comme on peut, mais surtout, on fait en sorte que le témoin ait envie de parler. Voilà, ne soit pas... voilà, sinon on arrête l'entretien. Merci. Et du coup, j'ai un deuxième volet à ma question qui est quelle est la vocation de cet archivage? Parce qu'en fin de compte, donc, vous êtes un centre d'archives, vous récoltez des milliers de témoignages, c'est magnifique. Mais du coup, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, c'est une question qui... En France, il y a énormément de centres qui archivent la mémoire orale. Je me souviens, à une époque, je faisais une mission à La Réunion, à l'île de La Réunion. J'ai rencontré un chercheur du CNRS qui m'avait dit, quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il me dit j'ai 1000 heures d'enregistrement pour archiver la mémoire des créoles qui vivent dans les Hauts de La Réunion. Voilà, nous on fait un peu pareil, sauf que c'est les pieds noirs. On met de côté, tant qu'il est temps, les récits de vie voilà, qu'on peut recueillir. Et franchement, le bâtiment, là, il est à nous pour 100 ans. Enfin, 99 ans. Donc déjà, on sait que pendant 100 ans, ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé en Algérie viendront ici. Bon, et ailleurs, bien sûr, j'espère qu'il y a d'autres endroits. Mais c'est tout simplement comme ça, je peux vous répondre. Et donc, c'est ce qui nous motive d'ailleurs. On sait qu'on fait une œuvre qui n'a pas de rendement immédiat, mais on sait qu'elle est bien. Voilà. Alors, pour recouper avec tout ce qu'a dit Martine, là, on peut tout à fait utiliser concrètement, dès l'année prochaine, certains entretiens pour quand on reçoit des scolaires. Parce que, comme on vous a expliqué, il y a des parcours pédagogiques qui sont prévus et on utilise à la fois des témoins d'êtres vivants, des membres des bénévoles qui sont là et qui acceptent de parler devant une classe, de raconter comment ils ont quitté l'Algérie, comment s'est passé l'exode. Mais aussi, on peut puiser dans nos archives orales, voilà, en tant que de besoin. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps trop de développer ça, mais si vous voulez, on a une valorisation, ce qu'on appelle la valorisation des entretiens, à la fois interne et externe. En interne, on s'en sert beaucoup, à la fois pour notre revue Mémoire vive, pour notre site internet. Je vous ai cité le cas des enlèvements, quand on en a mis sur le site, je crois qu'ils y sont encore, on peut toujours les accéder, il y en a 5. Pour bâtir une exposition, pour faire éventuellement un podcast, bien que ça, on ne sache pas encore trop bien faire, sur des sujets précis. Voilà. Mais de toute façon, on est certain que si dans 100 ans, on n'oubliera pas les pieds noirs, si dans 100 ans, quelqu'un veut savoir qui étaient ces gens-là, eh bien, ils pourront venir ici. Enfin, c'est ce que je crois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce conservatoire en propre. On n'est pas hébergé chez quelqu'un, on est chez nous. Voilà. Je ne sais pas si Joseph, tu veux ajouter un truc là-dessus.